Bienvenue dans cette vidéo de démonstration sur les méthodes de rééchantillonnage, dont la validation croisée et le bootstrap. Alors d'abord, on va commencer par l'approche par validation croisée. Encore une fois, dans la librairie ISLR, on va aller chercher dans le fond les données de auto. Donc vous vous rappelez ces données-là de auto. Tout d'abord, on va setter un site. Donc vous vous rappelez, setter un site, ça permet qu'on puisse réobtenir les mêmes résultats. Ensuite de ça, si on utilise le même site. Donc par exemple, ici, je mets 1. Et ici, je vais aller rééchantillonner dans le fond mes positions. Parce que dans Auto, si vous regardez dans Auto, j'ai en tout, je vais faire un summary plutôt. Summary de Auto. Donc, vous voyez ici mes données de Auto. J'ai en tout 392 données, index. Et dans le fond, ce que je vais faire ici avec Sample, c'est que je vais faire des rééchantillonnages. Donc si on regarde un train, qu'est-ce que j'ai ici? C'est vraiment des positions qui sont rééchantillonnées. Vous voyez, c'est juste les mêmes positions dans le fond qui sont rééchantillonnées. Puis j'en ai pris 196 dedans. Donc j'ai pris 196 positions entre 1 et 399. Donc c'est ça que j'ai fait ici. Alors tout d'abord, une simple régression linéaire ici entre MPG et le nombre de chevaux. Donc quand je fais ma régression linéaire, je vous rappelle, il nous sort les coefficients, le bêta 0 et le bêta 1, qui est le coefficient associé à horsepower, le nombre de chevaux. Bon. Alors, ce que je peux faire ici maintenant, je peux aller calculer sur les données. Donc, ça, c'est mon jeu de données d'entraînement, les 196 valeurs. Donc, c'est à peu près 50%. Et donc, le reste, tout ce qui n'est pas dans train, c'est mon jeu de données de test. Donc, ce que je vais faire une prédiction. Fait que predict, j'utilise mon modèle sur les données de auto, sauf que je vais les faire sur tout ce qui n'est pas train. Je prends moins train, je fais la différence au carré pour calculer mon RMSE. Donc ici, c'est vraiment le RMSE que je calcule entre ma vraie valeur et ma valeur prédite. Donc quand je fais ça, j'arrive à 23.26, qui est donc l'erreur de prédiction sur mon ensemble de données de test. Ça, c'est avec une régression linéaire simple. Maintenant, si j'y vais avec un degré 2, donc je vous rappelle, pour mettre un degré 2, je peux utiliser la fonction poly. Poly du nombre de chevaux, 2, ou poly du nombre de chevaux, 3. C'est donc polynôme de degré 2, polynôme de degré 3. Et je calcule à chaque fois le RMSE. Donc regardez ici, ça c'est mon RMSE pour un polynôme de degré 1, RMSE pour un polynôme de degré 2 et de degré 3. Vous voyez 23, 18, 18. Parfait. Mais donc là, quand j'ai fait ça, bien évidemment, mon résultat est dépendant de mon train, c'était quoi? Donc mon train, j'ai pris la moitié des observations, qui était un échantillon, dans le fond, aléatoire, de 1 à 392. Mettons que j'en prends un autre. Donc regardez ici, je prends un set point seed à 2 cette fois, et plus à 1. Donc j'en prends un autre ici. Je fais un autre train. Mon train ici va être différent de celui que j'avais tout à l'heure. D'accord? Ici, il est différent. Donc c'est encore la moitié de mes données, mais c'est des données différentes. Puis je vais faire la même chose. Donc je vais aller calculer le RMSE pour régression linéaire simple, degré 2, degré 3. Donc regardez, si je calcule, on est à 25 cette fois, alors que tantôt on était à 23, 20 et 20 encore. Donc vous voyez, on est dans les mêmes ordres de grandeur si on regarde la différence entre les trois. Par contre, ce qu'on remarque bien évidemment, c'est que les données ne sont pas les mêmes. Puis c'est normal, vous vous rappelez, c'est parce que je fais un choix de jeu de données d'entraînement et de test. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'approche par validation, où je choisis dans le fond mon jeu de données de test et mon jeu de données d'entraînement au départ. Mais vous savez, il existe donc des techniques pour aller vérifier un peu si je prends des différents partitionnements de jeux de données d'entraînement et de test. Une des méthodes, c'est la Leave One Out Cross-Validation. Donc vous vous rappelez, celle-là, c'est que, dans le fond, il y a une donnée que je garde pour mon test et tout le reste que je prends pour l'entraînement, puis je recommence ça autant de fois que j'ai besoin. Alors, tout d'abord, un petit constat, c'est que si vous la fonction GLM, donc vous vous rappelez la fonction GLM, on l'a utilisée pour la régression logistique et on mettait à la fin un paramètre family est égal à binomial. Si je ne mets pas ce paramètre-là, family est égal à binomial, en fait un GLM c'est exactement la même chose qu'un LM. Je vais vous le démontrer. Si je fais un GLM, mes coefficients sont, regardez, 39 moins 0.15. Je fais la même chose avec LM. J'ai exactement la même chose. Vous voyez, 39, 39, moins 0.15, moins 0.15. Donc, la fois, un GLM sans l'option family, ça revient à faire un LM. Pourquoi on fait ça? C'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, toutes les fonctions de validation croisée,
s'applique avec la fonction GLM plutôt que la fonction LM. Donc même si vous voulez faire de la validation croisée avec une régression linéaire, ben, vous allez utiliser la fonction GLM. Ça m'aide de family à la fin. Alors, on a une librairie qui s'appelle Boot. C'est une grande surprise hein, pour faire tout ce qui est rééchantillonnage. Si je veux faire de la validation croisée, on a une fonction qui s'appelle cv.glm. Alors, cv.glm, regardez, je l'ai ici à côté. Ça fait de la cross-validation for GLM. Donc, nous, pour GLM, ben, ça marche aussi pour un LM normal, hein, puisque si je ne mets pas de family, ça fonctionne. Qu'est-ce que je dois y mettre? Deux choses. Un jeu de données, tout d'abord, puis ensuite de ça, un fit, donc vraiment un modèle. Donc, mon modèle, c'est lui ici, glm.fit, c'est un GLM standard entre MPG et mon nombre de chevaux. Donc, ça, c'est mon glm.fit. Et dans le fond, j'exécute donc cv.glm entre donc, ma base de données et mon test. Donc, quand je fais ça, hop, il a terminé. Dans cv.erreur, si on regarde, j'ai plusieurs choses dedans. J'ai d'abord un delta. Donc delta, si on va lire un petit peu dans l'aide, c'est quoi que c'est mon delta? Delta, c'est vraiment un vecteur de taille 2. Et là-dedans, en fait, c'est l'erreur de prédiction. C'est vraiment l'erreur de prédiction. Donc ici, le premier, c'est l'erreur de prédiction. Donc 24.23, c'est l'erreur de prédiction, mais cumulée. Donc vous vous rappelez, c'est que quand je fais un leave one out cross validation, donc à chaque fois, ce que je fais, c'est que j'enlève une observation, je fais mon jeu de données d'entraînement, je prédis l'observation manquante. J'en prends une deuxième, je la mets de côté, je fais mon ensemble, je fais mon modèle sur le jeu de données d'entraînement et je reprédis cette donnée-là, etc., etc. Et donc à chaque fois, ben, j'ai une valeur d'erreur de prédiction qui est basée dans le fond sur une observation que j'ai prédit. Et ce que je fais, c'est que c'est la moyenne. Donc ici, mon delta, c'est tout simplement la moyenne de toutes les erreurs de prédiction. J'obtiens 24.23. Regardez si je fais cv.error maintenant, $. Donc ce que j'ai dedans, j'ai un cas, le fameux cas de la validation croisée. Donc là, c'est une grande surprise. Ici, c'est leave one out. Donc leave one out, ça revient à faire une validation croisée. Où en fait, mon cas, ben, c'est le nombre d'observations. Et regardez, c'est bien ça. Donc mon cas, c'est ici le nombre d'observations, 392. Par contre, regardez ici dans les paramètres hein, que je peux mettre de mon cv.glm, je peux bien évidemment spécifier un cas. Donc, si je ne spécifie rien, ici, moi, j'ai rien spécifié dans mon cv.glm, ben, mon cas est égal exactement au nombre d'observations. Donc, ça fait automatiquement par défaut leave one out cross validation si je ne spécifie pas de cas. Par contre, vous allez voir, on va le voir un petit peu après, on peut spécifier bien évidemment le nombre de cas. Alors, regardez ce que je fais. Oups, pardon. Ce que je fais ici maintenant, ce que je vais aller faire, c'est aller vérifier avec le leave one out cross validation, ça serait quoi le meilleur polynôme que je pourrais utiliser dans ma régression linéaire. Donc, ce que je fais une boucle qui va donc i de 1 à 10. Et à l'intérieur de cette boucle, je fais deux choses. Je fais d'abord mon glm.fit comme d'habitude. Donc, ça va être ma régression linéaire avec un polynôme à horsepower de degré i. Donc, vous voyez, i va se balader de 1 à 10. C'est ce qu'on cherche. Hein. C'est quoi le meilleur polynôme c'est quoi le meilleur modèle avec le meilleur polynôme. Et ensuite de ça que j'ai mon modèle, ben, je vais aller récupérer mon erreur, dans le fond, qui était le delta. Vous vous souvenez, mon erreur en utilisant la fonction cv.glm. Je mets d'abord mon jeu de données, puis mon fit, qui en fait va être exactement un fit de 1 degré i, et je ne mets pas de cas. Comme je ne mets pas de cas, ben, ça va faire un leave one out. Donc regardez quand je fais ça, vous voyez, ça prend quand même quelques secondes à exécuter, hein, parce que pour chacun des 10 modèles, il y a 10 modèles en tout, chacun des 10 modèles, il va faire un leave one out. Donc un leave one out, à chaque fois, c'est 392 modèles qui sont faits pour chacun des polynômes. C'est pour ça que ça prend quand même quelques petites secondes. Et regardez, dans cv.error, ben, dans le fond, j'ai ici toutes les erreurs de leave one out pour chacun des degrés. D'accord? Donc là, on pourrait faire un plot cv.error. Vous voyez, on voit ici, ça c'est vraiment l'erreur de prédiction en fonction ici de la complexité du modèle. Vous voyez ici, on pourrait décider ben, quel modèle j'aimerais avoir. Alors maintenant, si on va faire la validation croisée, mais à Capli cette fois, donc c'est-à-dire pas un leave one out, ben, je fais toute la même chose que je viens de faire, sauf que je vais aller spécifier dans ma fonction cv.glm le cas. Ici, par exemple, k est égal à 10, donc je vais aller faire un dipli. Donc, vous vous rappelez, dipli, je divise ma base de données en 10 morceaux égaux. Il y a un morceau que je laisse de côté à chaque fois, puis les 9 autres que j'utilise comme jeu de données d'entraînement, puis je vais aller prédire mon pli que j'ai laissé de côté. Donc, si j'exécute ça, vous voyez, c'est plus rapide, hein, c'est normal que c'est plus rapide parce que pour chacun des modèles, chacun des polynômes,
de degrés I, j'ai simplement, entre guillemets, 10 modèles à ajuster au lieu de 392. Et donc ici, regardez, encore une fois, je pourrais même faire un graphique, plot, donc cv.error de 10. J'ai ici ma courbe. Et vous voyez, on revoit la même chose on revoit les petites mêmes choses qu'on disait un peu. On voit cette espèce d'effet là, compromis, biais variance. Ok. Alors, donc ça, c'était pour la validation croisée. Donc, la validation croisée, vous êtes capable de la mettre en place autant pour une régression linéaire simple que même pour un modèle de classification, par exemple une régression linéaire logistique, puisque la fonction cv.glm qui nous fait automatiquement en fait la validation croisée pour vous, ben, elle le fait avec la fonction glm. Donc, vous pouvez le faire autant pour une régression linéaire que pour une régression logistique. Donc, si c'est une régression logistique, tout simplement à rajouter à la fin de glm, l'option family est égale à binomial. Alors, le bootstrap. Donc, vous vous rappelez le bootstrap, deux choses qui permet de faire, mais en fait, une seule chose, mais qu'on va appliquer de deux façons différentes, c'est qu'il permet d'estimer vraiment la performance d'une statistique ou d'une estimation. Donc ici, on va aller calculer un truc un petit peu bizarre, juste pour le fun, de s'amuser. On va aller calculer, d'un fois, entre deux variables, on va aller calculer la variance. Donc, imaginez qu'on a deux variables x et y. On va aller calculer un estimateur qui est la variance de y, moins la covariance entre les deux, divisé par ce truc-là. Donc la variance de x plus la variance de y moins 2 fois la covariance entre x et y. Donc on calcule cet indicateur. Imaginons que c'est un indicateur d'intérêt. On appelle ça le alpha. C'est un indicateur d'intérêt. Puis il va nous permettre dans le fond de calculer des choses. Donc là je vais appliquer sur la base de données portfolio. Dans portfolio j'ai deux variables x, y. Donc je vais aller calculer ce coefficient alpha là entre mes deux variables. Ici, index, c'est juste qui c'est que je prends, dans le fond, comme observation. Donc, si j'utilise ma fonction alpha de fn, mon alpha pour mes deux variables x et y ici, c'est 0,57. Donc, ça, c'est mon estimation de alpha. Donc, ici, c'est comme mon alpha chapeau. Hein. C'est mon alpha chapeau. Parce que mon alpha, le vrai, je ne le connaîtrai jamais. Ici, c'est mon estimation alpha chapeau. Alors, regardez ce qu'on va aller faire. On va aller nous-mêmes faire un rééchantillonnage bootstrap. D'accord ? Donc, je set un site d'abord, puisque je vais faire, regarder ici avec sample, c'est la même chose que tout à l'heure. La fonction sample permet de faire du rééchantillonnage. Donc, moi, je vais aller rééchantillonner 100 données, sans données ici, de 1 à 100. Si je mets juste sample 100, 100, regardez, je vais juste vous le montrer en bas. Si je mets juste sample de 100, 100 ici, en fait, je me retrouve exactement avec mes mêmes 100 observations. Sauf que là, vous vous rappelez, avec du bootstrap, c'est vraiment avec remplacement. On dit avec remise. Donc ça, c'est l'option replace égale à true. Ça me permet de faire une remise dedans. Et donc, en faisant une remise, c'est que je remets à chaque fois mes observations et donc je suis capable de les repiger une deuxième fois. Par exemple, regardez ici, j'ai mon observation 1. Ici, vous la voyez. Mais je l'ai encore aussi ici, mon observation 1. Puis ça, c'est tout à fait normal, vous vous rappelez, parce que avec le bootstrap, on rééchantillonne. En fait, on remet à chaque fois et on rééchantillonne. Donc, je suis capable de me retrouver avec plusieurs fois la même observation. Puis certaines observations peuvent ne jamais apparaître. Donc, quand je calcule ça, pour cet échantillon bootstrap-là, regardez, j'obtiens 0,57. Tantôt, j'avais 0,5758. Là, j'ai 0,5713. Donc, vous voyez, j'ai une estimation un petit peu différente. Et puis, c'est normal, hein, c'est ça le but de Bootstrap. C'est d'aller vraiment chercher comme une estimation différente de mon alpha. Mais là, vous imaginez, les échantillons Bootstrap, on en fait beaucoup. On ne va pas le faire à la main comme ça. Parce que là, il faudrait en faire, mettons, 500, 1000 fois. C'est quand même beaucoup. Une chance pour nous, dans la librairie boot, on a une fonction boot qui permet de faire du bootstrap. Alors, dans boot, ce qu'on lui met en premier, c'est le jeu de données, ici portfolio. Je lui mets ma fonction qui permet de calculer mon estimateur. C'est pour ça que c'est important au départ de définir une fonction qui permet de calculer mon estimateur. Donc ici, une fonction, alpha.rn. Et R ici, c'est le nombre de bootstrap que je fais. Donc là, je lui dis 1000 fois. Je veux que tu me fasses 1000 échantillonnages bootstrap et qu'à chaque fois, tu me calcules. Donc regardez, quand j'exécute ça, ça va quand même assez vite, hein, surprenamment. Donc il nous a fait le bootstrap. À la fin, il nous sort donc il nous sort la statistique originale. Donc quand il dit original, ça c'est vraiment le alpha. Ça c'est vraiment c'est vraiment celle-là ici là. Donc ça c'est la statistique originale dans le fond sur notre échantillon sans rééchantillonnage. Et ensuite de ça, il nous sort l'erreur standard. Vous vous rappelez, c'est ça qui était important avec le bootstrap, c'est d'être capable d'estimer l'erreur standard du coefficient.
Parce que là, ici, a priori, avec une formule aussi compliquée, ben, je n'avais pas de formule mathématique pour calculer l'erreur standard de ce coefficient alpha-là. Donc là, ça me le calcule directement avec le Bootstrap. Donc vous voyez, très simple à mettre en place. Boot, je mets mon jeu de données, une fonction qui calcule la statistique désirée, puis le nombre de Bootstrap. Maintenant, on va aller appliquer ça dans le fond, mais avec une régression linéaire. Donc vous vous rappelez, je vous en ai parlé dans le module. Dans le fond, en régression linéaire, on a les erreurs standards des bêta chapeaux, on les a les formules, mais donc on les a dérivées, tout ça, on en a une vraie formule. Donc dans le fond, on est capable de calculer l'erreur standard, mais on pourrait aussi le faire par Bootstrap. C'est ça qu'on va faire ici. Alors tout d'abord, encore une fois, je définis une fonction boot.fn qui va faire vraiment qu'est-ce que j'ai besoin. Fait que moi ici, ma fonction boot.fn, elle va me sortir mes coefficients de ma régression linéaire. D'accord? MPG sur horsepower. Donc si j'applique ici boot de fn, regardez, il me sort mes deux coefficients dans le fond que j'ai besoin. Donc ici, on va appliquer le bootstrap sur ces deux coefficients-là. Donc je vais aller chercher deux erreurs standards, dans le fond pour ces deux coefficients-là, qui est en fait le bêta 0 chapeau et le bêta 1 chapeau. Première chose, on va aller faire nous-mêmes quelques petits rééchantillonnages. Donc dans le fond, je fais ici deux rééchantillonnages bootstrap avec remplacement. Et regardez, j'obtiens 40.34 pour le premier, 40.11. Ma valeur originale était 39.93. Moins 0.16, moins 0.15 pour le deuxième bêta 1 chapeau. Donc vous voyez, on a un petit peu de variation, puis c'est ça qu'on recherche. Je peux utiliser directement ma fonction boot qui va faire tout le travail pour moi. Je lui donne ma base de données, la fonction qui calcule mon estimé seulement. Hein. Donc c'est pour ça, attention, vous voyez, dans la fonction, on sort seulement les coef. Moi, je veux juste mon estimé qui sort de ma fonction. Mon estimé ici, c'est mes bêta chapeaux. Et je lui dis de faire ça 1000 fois. Donc si j'exécute ça, vous voyez, ça va quand même assez vite. Il me sort mes deux stats originales encore une fois. Donc ça, c'est mon bêta 0 chapeau sur mon jeu de données au complet. Mon bêta 1 chapeau sur mon jeu de données au complet. Et il me sort les deux erreurs standards. 0.84 pour le bêta 0 chapeau et 0.007 pour le bêta 1 chapeau. Bon, c'est super, mais ce qu'on pourrait aller faire, on pourrait les comparer. Ça pourrait être intéressant, on pourrait les comparer dans le fond avec qu'est-ce que nous donnent les formules théoriques. Donc ici, je vais aller chercher, dans le fond, dans ma régression linéaire, il me les sort aussi les coefficients. Vous vous rappelez, avec les erreurs standards. Donc dans mon tableau de régression linéaire, regardez, il me sort mes erreurs standards. J'avais 0.72, le vrai calcul. Et regardez en bootstrap, j'ai 0.84, donc on est quand même proche. 0.006 pour le bêta 1 chapeau, on était à 0.007 avec le bootstrap. Donc vous voyez, ça se ressemble quand même pas mal. Bien évidemment, ici c'est pour l'exemple. Hein. C'est pour l'exemple de vous démontrer comment ça fonctionne. Pour une régression linéaire, on ne fait pas de bootstrap. On utilise directement nos formules qu'on connaît bien. Une autre application ici, mais cette fois je vais y aller avec un polynôme de degré 2. Donc ma boot.fn, ça va être mes coefficients, mais j'ai horsepower puis le deuxième, donc le au carré. Donc ici, regardez, je l'applique 1000 fois. Et il va me sortir donc mon bêta 0 chapeau, bêta 1 chapeau, bêta 2 chapeau. Bêta 2 chapeau ici est pour le terme au carré. Et il me sort mes erreurs standards associées. Je peux aller comparer, bien évidemment, avec mon summary. Et regardez, on est quand même assez similaire. Donc 2.03 j'avais avec bêta 0 chapeau, l'erreur standard. J'ai 1.80 avec la vraie formule. 0.03 pour le bêta 1 chapeau, j'ai 0.03 aussi. Et regardez, ici, on a 1 à 4 chiffres après la virgule, et aussi je suis à 1 à 4 chiffres après la virgule. Donc ça se ressemble quand même pas mal beaucoup. Donc vous voyez, le bootstrap, très facile à mettre en place. Le seul truc à faire attention, c'est de bien définir une fonction au départ qui calcule le coefficient estimé d'intérêt. Puis ensuite de ça, tout se fait quand même bien. Et voilà pour cette vidéo sur la démonstration des méthodes de rééchantillonnage.